vous voyez ce silence. Certains d'entre vous vont le trouver agréable. Enfin, du silence dans ce monde qui fait tellement de bruit. D'autres, en revanche, vont le trouver gênant, déstabilisant peut-être même. Et bien moi, je me suis trouvé dans ce cas-là, récemment. J'intervenais à la maison d'arrêt de Nanterre, en gros, en prison. Et là, à voir certains de vos visages, je me dis peut-être qu'il manque quelques éléments à cette introduction. Allez, on revient en arrière. En avril dernier, du coup, je vais à la maison d'arrêt de Nanterre. Je viens discuter d'entrepreneuriat avec des détenus, dans ce qu'on appelle un groupe de parole. Alors pour ceux qui connaissent du marketing, un focus group. C'est quelque chose de rentrer en détention. C'est un milieu qu'on ne connaît pas, et en tout cas que je vous invite à essayer de ne pas connaître. C'est aussi spécial de rencontrer des détenus. C'est toujours différent, mais ce jour-là, précisément, ça va être encore plus particulier pour moi. Pour contextualiser, j'étais venu en fait avec la Croix-Rouge française parler d'entrepreneuriat. Pourquoi l'entrepreneuriat ? En fait, on voulait voir si l'entrepreneuriat était connu des détenus et voir ce qu'ils pensaient de l'entrepreneuriat. Et du coup, lors du focus group, de ce groupe de parole, je leur ai posé cette question. Est-ce que selon vous, l'entrepreneuriat est une possibilité de réinsertion ? Alors, parmi tous les témoignages qu'on a pu avoir, les peurs, les motivations, les réelles envies, ou les réelles pas du tout envies, ça arrive aussi, il y a une prise de parole qui, moi, va m'étonner, me choquer. Enfin, en tout cas, ce n'est pas la prise de parole qui va m'étonner, me choquer. Non, c'est la personne qui va la faire. Mais avant ça, il faut que je vous explique un peu ce que c'est la détention. La détention, c'est mettre quelqu'un, du coup, derrière les barreaux. C'est l'expression qu'on donne. Et mettre quelqu'un derrière les barreaux, c'est retirer toute forme de liberté à quelqu'un. Retirer toute forme de liberté à une personne, ça peut faire peur. Mais retrouver toutes ces libertés quand on sort de détention, ça fait peur aussi aux détenus. Et là, parmi toutes les peurs qu'ils ont évoquées, parmi toutes les motivations, il y a une personne qui nous a dit « Moi, j'ai pas peur de revenir à la liberté. J'ai pas peur de me réinsérer. » Et qui nous a dit justement, à travers cette question, « Moi, mon emploi, je sais très bien que je vais l'avoir. » Vous allez me dire, Quentin, qu'est-ce qu'il veut faire cette personne ? Cette personne, elle veut s'occuper des espaces verts. Pour réutiliser ces mots, il veut s'occuper de la nature. Et lui, sa peur, c'est pas trop un métier dedans. Non. Sa peur à lui, c'est pas pouvoir faire son métier dans 5, 10 ou 15 ans. Sécheresse, manque d'eau, tempête, en 2 mots. Réchauffement climatique. Cette personne-là, dans un groupe de parole en détention, au travers d'autres détenus, a témoigné d'un comportement, une peur, qu'on est peut-être nombreux à avoir dans cette salle, en tout cas moi le premier et depuis des années, l'éco-anxiété. Et je crois que face à cette personne qui témoignait d'une peur que j'ai comme lui, une anxiété qui parfois peut me bouffer au quotidien, pour la première fois de ma vie, j'ai été silencieux. Silencieux en fait, alors que je devais, moi, faire rebondir, leur donner envie de participer à ce débat qu'on était venu faire. Mon cerveau a complètement bugué. Rien. Alors quand je vous dis rien, rien. J'ai peut-être oublié un élément dans cette introduction. Bonjour. Moi, je m'appelle Quentin. Je suis responsable d'un incubateur de start-up, mais je fais aussi partie d'un programme. Un programme qui aide à faciliter la réinsertion des détenus par, comme vous l'avez deviné, l'entrepreneuriat. Alors, on parlait d'éco-anxiété, on a parlé de réchauffement climatique, mais au final, ces problèmes, je suis désolé de vous annoncer qu'ils ne sont pas forcément seuls et qui forment à peu près un tout, en tout cas une espèce de grande famille, une grande catégorie qu'on va appeler les problèmes sociétaux. Alors pour vous faire un dessin très rapide, qui n'est pas issu de la recherche, qui est issu de mes mots, quand je l'explique à mes parents, un problème sociétal c'est quoi ? C'est un problème qui peut tous nous toucher. Tous. Je vais vous donner un exemple. Exemple tristement célèbre. Cet été, la France a été proie à de nombreux incendies. Figurez-vous qu'un incendie, il ne va pas vous demander votre carte d'identité, votre compte en banque et l'état du contrat d'assurance que vous avez pour votre maison avant de brûler votre maison. Non. Et ça, que vous soyez quelqu'un dans ce public ou Bernard Arnault, même avec des milliards sur votre compte, l'incendie va passer.
L'incendie et les feux de forêt, c'est une conséquence qu'on a du réchauffement climatique et on sait aujourd'hui qu'on va en avoir de plus en plus et que donc on va devoir s'adapter. Et malheureusement, des problèmes sociétaux, il y en a d'autres. Égalité des chances, égalité des genres, intégration des vagues d'immigration, réinsertion dans la société. Et malheureusement, il y en a d'autres. Et aujourd'hui, tous ces problèmes, on voit qu'ils augmentent, on voit qu'ils continuent. Mais comme on a dit qu'il ne fallait pas avoir peur face à l'innovation et face aux problèmes, on va maintenant commencer la partie où justement on va être un peu plus dynamique et on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, il y a des projets qui, au quotidien, mènent des combats contre ces problèmes. Il y a des projets qui vont donner leur énergie, leurs ressources, leur envie, leur temps à ces problèmes. Ces projets, ils ne sont pas là pour gagner de l'argent. Ils sont rentables, ne vous inquiétez pas. Mais ils sont là pour résoudre des problématiques. Ces projets-là, on les appelle les projets à impact. Ils font généralement partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Et le but de ces projets-là, c'est même de disparaître une fois que ces problématiques ont été résolues. C'est-à-dire que pour la plupart, dans leur statut, il y a une fin. Une fin qui est, si ce problème est fini, j'ai fini. Le projet disparaît. Alors pour vous donner quelques exemples et pour revenir aussi un peu en arrière, je vais vous expliquer pourquoi moi j'interviens en détention. En gros, la détention, vous savez quoi, on va faire un autre exercice. Je ne vais pas vous demander de fermer les yeux, vous inquiétez pas. Mais je vais vous demander d'imaginer ce que c'est 9 mètres carrés. Généralement, quand on imagine 9 mètres carrés, on va commencer par les murs, on va commencer par la hauteur sous le plafond. Okay. Tout le monde a à peu près une image. Dans ces 9 mètres carrés, vous allez rajouter un lavabo. Vous allez rajouter une douche. Vous allez rajouter des toilettes. Et vous allez rajouter une télé ou une plaque de cuisson. Est-ce que tout le monde a à peu près une image? Alors je suis au courant que c'est plus simple pour des étudiants que pour des personnes qui sont dans l'emploi, je sais très bien. Mais est-ce que tout le monde a à peu près une image? Ouais. Dans ces 9 mètres carrés, je vais vous demander de rajouter un lit. Mais vous savez, les lits qu'on faisait quand on faisait des cabanes quand on était enfant, vous savez, les lits où il n'y a pas de sommier, juste un lit par terre comme ça. On dormait très bien dedans d'ailleurs, il n'y a aucun souci là-dessus. Est-ce que tout le monde a une image? À voir vos têtes, je pense que oui, même si je ne vois pas trop le fond de la salle. Ok, maintenant je vais vous demander de rajouter 2 autres lits. On est bon pour vous? Vous venez d'imaginer les conditions de détention dans certains centres pénitentiaires en France. 9 mètres carrés, 3 lits, 3 personnes, aucune intimité. Alors, il y a d'autres chiffres sur la détention en France. 116%. 116%, c'est la surpopulation carcérale française. Donc en gros, les 16% en plus des 100%, c'est le lit qu'on vient d'évoquer. Le lit qui est par terre. 75%. 75%, c'est simple, c'est le nombre de personnes qui, au bout d'1 an de sortie, ne trouvent pas d'emploi. Et enfin, 65%. 65%, c'est le nombre de détenus qui, au bout de 5 ans, sont en récidive. Ils retournent en prison. Aujourd'hui, c'est très clair. Le système carcéral français a un problème de réinsertion. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Nous, on a monté un programme où le but pour nous, c'est d'aller d'intervenir en détention, comme on l'a fait à Nanterre, mais comme on le fait aussi ici à Toulouse, et de donner l'image de ce que peut être un entrepreneur au quotidien. Alors, histoire qu'on soit tous d'accord sur l'image d'entrepreneur, est-ce que vous voyez qui c'est Jeff Bezos? Bon, tout le monde voit qui c'est Jeff Bezos, pas de grande surprise là-dessus. Le mi-patron d'une boîte, grosse boîte qui s'appelle comme une forêt, et mi-méchant de James Bond. Si, pour moi, quelqu'un qui envoie les hommes les plus riches de la Terre en espace, qui veut coloniser d'autres planètes, et qui fait tout ça avec un sourire qui fait parfois très très peur, j'appelle ça un méchant de James Bond. Est-ce que tout le monde a l'image de ce type? Ouais? Nous, on ne veut pas du tout ça. Non. Nous, on veut donner l'image des entrepreneurs du quotidien. Les artisans, les TPE, les PME, parfois les start-upers. Mais en fait, toutes les personnes que vous croisez dans votre quotidien. Pour une raison très simple, en fait. Entreprendre, on va prendre le verbe, on a tous entrepris quelque chose dans nos vies. Vous avez entrepris de faire des études, vous avez entrepris de partir de chez vous, vous avez entrepris de vous mettre en couple, parfois, vous avez entrepris d'arrêter la clope. Bon, il y en a certains qui ont arrêté d'entreprendre, je pense. Mais bon, on a tous entrepris une fois dans nos vies. Et nous, le but, et je pense que vous êtes assez nombreux dans cette salle, même si vous êtes étudiant, c'est de montrer en fait les réussites et les échecs de cette posture entrepreneuriale, et non pas le métier d'entrepreneur. Du coup, nous, on intervient en détention avec des personnes qui viennent partager leurs peurs, leurs réussites,
leurs échecs, leurs motivations, ce qu'ils auraient pu faire de mieux. Et le but pour nous, c'est que on explique ce que c'est d'avoir une posture entrepreneuriale. Que ce soit d'un point de vue professionnel, mais aussi d'un point de vue personnel. En plus, on accompagne aussi les gens d'un point de vue individuel. Parce que faire du groupe, c'est bien, mais individuellement, c'est aussi important, surtout en détention. Et à la sortie, une fois que nos bénéficiaires sortent de détention, on va essayer de les connecter avec le monde qui les entoure. Parce que pour certains, c'est très compliqué de se reconnecter à la société. Donc on va leur donner des contacts d'associations, d'établissements publics, d'entreprises. Et pour ceux qui veulent vraiment monter un projet entrepreneurial, on va les accompagner. Alors c'est quoi ma petite tâche à moi dans tout ça? Moi, au quotidien, je suis chargé d'innover. Grand terme. Le but pour moi, c'est d'améliorer les process, d'aller plus loin, de comprendre de quoi on va avoir besoin maintenant, mais aussi plus tard. De faire en sorte que le petit impact qu'on peut avoir sur la région toulousaine, comment on fait pour le maximiser et comment on fait pour aller sur la France entière. La communication, comment je vais faire pour communiquer, faire comprendre aux gens qu'il y a un problème en détention, qu'ils peuvent intervenir eux aussi, comme vous. Bon, la plupart du temps, c'est pas faire des TEDx toute la semaine, je vous rassure quand même. Comment je vais faire pour m'outiller? Comment je vais faire pour que toute l'équipe qu'on a au quotidien a les meilleurs outils pour pouvoir faire leurs tâches? Moi, avant, je venais du monde de la start-up. On me demandait de scaler. Alors, pour ceux qui ne sont pas adeptes du terme, scaler, grandir vite, fort, trop fort, mais très très fort, dans tous les cas. Ce qui me disait qu'on me demandait des stratégies de « va gagner de l'argent, va gagner de l'argent, va gagner de l'argent ». C'était le seul objectif. Et c'est le seul objectif qu'on avait à terme. Combien je vais gagner d'argent? Je vous assure qu'au quotidien, innover pour du bon sens, innover pour quelque chose de positif, ça change une vie. Vraiment. Je ne me retrouvais plus dans mes anciens métiers. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à me dire, ok, j'innove pour quelque chose qui a de l'impact. Et pour quelqu'un comme moi qui a extrêmement du mal à se lever le matin, ça donne une certaine source de motivation quand même. Alors théoriquement, à ce moment-là de la TEDx, je suis censé vous faire une belle transition. C'est plus simple, vous savez, belle transition pour comprendre. Mais moi, je préfère juste vous parler d'une citation. Entre moi et les 100 personnes qui me regardent, j'ai pas retenu grand-chose de la philo au lycée. Voilà, je pense que je suis pas le seul non plus. Mais il y a une phrase qui, bizarrement, j'ai retenue tout de suite et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Mon prof de philo serait ravi de citer du Rabelais pendant une TEDx, mais je ne sais pas pourquoi cette phrase est restée en moi, et on va y revenir après, vous inquiétez pas. Comme je dis, sans transition aucune, qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a des projets impact? Les problèmes, je pense qu'on se rend compte tous, ils existent au quotidien. Et ils existent même de plus en plus. On a une société qui de plus en plus a des problèmes visibles, et en tout cas ceux qui étaient invisibles avant deviennent de plus en plus visibles. Des projets impact, il y en a de plus en plus aussi, mais pas assez pour résoudre tous les problèmes. Et même dans ces projets impact-là, comme toute entreprise ou comme tout projet, il y a aussi des réussites et des échecs. Alors comment on fait? On se serre les coudes au quotidien, on essaye d'avancer. Et croyez-moi, pour avoir vécu et vivre encore dans un projet impact, tous les jours concilier innovation, impact, mais aussi réussite économique, parce qu'on doit être rentable, ça se donne en tout cas énormément de mal de crâne. Ou pour d'autres personnes, ça leur permet de s'arracher les derniers cheveux qu'ils ont sur la tête. Moi, j'ai eu la chance, il n'y en avait déjà pas avant. Au moins, c'était plus rapide. Du coup, on fait quoi face à ces projets d'impact, face à toutes ces problématiques? Je suis venu ici pour justement pas uniquement parler de moi, mais pour vous donner aussi l'envie d'eux. Alors, l'envie de quoi? Si toi, au quotidien, et je m'adresse bien à toi, même si mon regard ne se pose pas sur toi, je m'adresse à toi, si tu ne peux pas être dans un projet impact, sache que tu peux faire plein de choses. Tu peux relayer leur communication, tu peux t'intéresser, tu peux être curieux, tu peux essayer de devenir leur client, tu peux essayer de devenir leur financeur, tu peux essayer de voir comment au quotidien tu peux t'impacter. C'est hyper important et on va en avoir vraiment besoin. Parce qu'aujourd'hui, on a une réelle motivation et un réel besoin de tout transformer. De se rendre compte que les problèmes, ils sont là au quotidien et d'arrêter de passer à côté. De se rendre compte que objectiver la réussite économique d'un projet, ça ne suffit plus. De se rendre compte que innover, c'est bien, mais innover pour exclure ou innover pour créer des effets de rebond, ça ne marche pas. À ce titre-là, ne me demandez pas mon avis sur les NFT, le métaverse ou le prix du dernier iPhone. Surtout le prix du dernier iPhone. Et surtout, il faut que vous vous rendiez compte qu'au quotidien, vous avez un impact. Même si vous ne faites pas un projet impact.
Pour reprendre la petite phrase de Rabelais, je vais vous donner ma vision moderne. Aujourd'hui, pour moi, innover pour résoudre des problèmes, c'est impératif. Si aujourd'hui l'innovation ne résout pas de problème, mais en crée d'autres, ce ne sera pas notre ruine de l'âme. Non, ce sera la ruine de tout le monde et de notre société. Les plans, ils ont été donnés. Les discours, ils ont été prononcés. Les problèmes, ils existent. Les solutions, elles existent aussi. Il ne reste qu'une seule chose, l'action. À vous de jouer. Merci.